Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan du mois de juillet. En temps et en heure s'il vous plaît, ça m'arrive pas souvent. Donc on va en passer ensemble en revue mes 8 dernières lectures. Donc je trouve que c'est pas mal pour un mois de juillet, sachant que j'ai eu pas mal de trucs à faire, etc. Bon, 8 livres, ça fait 2 par semaine à peu près. Je trouve ça pas mal du tout d'ailleurs. Donc on va démarrer tout de suite avec le premier livre que j'ai attaqué au mois de juillet, à savoir Le rapport de Brodeck de Philippe Claudel, paru chez Le Livre de Poche. Alors s'il y a bien un livre, mais un seul livre qu'on me demanderait de conseiller à tout le monde sans exception, ce serait bien celui-ci. Alors pourquoi ? Déjà, le petit speech de l'histoire, c'est l'histoire de Brodeck, qui est un homme qui a connu la guerre et qui vit dans un petit village, on va dire, assez isolé quand même, entre les montagnes, les vallées, etc. La ville la plus proche, elle est jamais nommée, mais on sait qu'elle est quand même à quelques kilomètres de là. Et un jour, Brodeck va se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. C'est-à-dire que c'est un homme qui a fait quelques études dans sa jeunesse, et dans son village, c'est loin d'être le cas de tout le monde. Sauf que ce jour-là précisément, il va se passer un événement atroce. C'est-à-dire que la plupart des hommes du village ont décidé d'assassiner ensemble un homme qu'ils appellent l'Underer, c'est-à-dire l'autre dans leur jargon. Et en fait, Brodeck va être chargé, à partir de ce moment-là, de rédiger un rapport sur ce qui s'est vraiment passé, non pas pour dénoncer le meurtre, mais en fait d'essayer de se le faire pardonner. C'est-à-dire qu'il va devoir recenser des témoignages d'à peu près tout le monde au village pour écrire en fait l'histoire de cet homme qui est venu s'installer dans leur village et qui ne leur ressemble pas du tout pour bien des raisons. Donc déjà il y a un mystère qui plane au-dessus de cet homme, l'Underer, et en plus de ça on va revisiter un petit peu la vie de Brodeck à travers plusieurs flashbacks. Certains vont le ramener au temps de la guerre qu'il a connu, d'autres vont le ramener dans sa prime jeunesse pendant ses études, encore dans son enfance aussi. On va y découvrir son histoire d'amour avec sa femme, comment est née sa fille, comment l'a retrouvée la vieille Fédorine qui est en fait la nourrice un petit peu de Brodeck et maintenant de sa fille. Enfin, c'est plein de petites histoires enchâssées les unes entre les autres et ça en fait vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment un kaléidoscope humain. Je sais pas si je l'ai bien prononcé ce mot, mais en tout cas je me comprends. Et je sais pas, c'est fou cette histoire, comment elle a changé ma vie, ma vision des choses notamment. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est une histoire sur la guerre, oui, mais pas la Seconde Guerre mondiale à proprement parler. C'est-à-dire qu'elle s'est fortement, enfin Philippe Claudel s'est fortement inspiré de cette guerre pour en écrire son histoire, mais à aucun moment il n'est mentionné à quelle époque on est, ni dans quel endroit, ce qui en fait une fable en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé formidable, c'est que Philippe Claudel, mais il a une écriture tellement belle et tellement juste que il nous propose des vérités sur l'homme ou même sur l'inhumanité, voilà, la cruauté humaine tout simplement dans son ensemble et sur plusieurs points de vue, que ce soit la maltraitance, le viol, la guerre et toutes les raisons pour lesquelles on l'amène. Et en fait, voilà, je sais pas comment il a réussi à recenser tout ça, toutes ces émotions contenues dans seulement 400 pages à peine, même pas 300 pages. Voilà, je veux dire, c'est juste un chef-d'œuvre, un travail mais inouï, comment ça a été bien tourné, comment ça a été bien amené. Et en fait voilà, ça en fait un véritable coup de foudre pour moi que je conseille mais à 1000% à tout le monde. Et du coup ce mois-ci j'ai pas pu m'empêcher, comme je vous l'ai dit dans le dernier book haul, de me procurer la BD, donc le premier tome en fait qui s'appelle L'autre, le nom de l'Underer en fait, du rapport de Brodeck. Cette fois-ci écrit et dessiné par Manu Larsenet, il me semble qu'il a fait les deux. Voilà, et paru chez Dargo. Je vais pas vous la sortir, je l'ai faite dans le book haul du mois dernier, enfin de ce mois-ci du coup. Mais je vous le mets en barre d'informations si vous voulez en savoir plus parce que franchement c'est du bon travail. Même si comme je l'ai dit c'est pas vraiment le genre de BD qui m'intéresse d'habitude quoi. Je l'ai trouvé très bien. Après moi ayant lu 2 fois le roman du rapport de Brodeck et ayant lu la bande dessinée derrière, je pense que j'aurais pas forcément saisi tout le travail fait par le dessinateur de cette BD. Je pense que j'aurais pas vraiment compris quand est-ce qu'il y avait des flashbacks et tout. Enfin je dis ça, peut-être que c'est pas vrai, j'en sais rien. Mais en tout cas j'ai nettement mieux compris le roman et la BD parce que les deux s'apportent quelque chose mutuellement en fait. Et il faut savoir que la bande dessinée reprend beaucoup de textes, de phrases du roman original. Donc ça j'ai trouvé vraiment bien. Et les images, je veux dire, enfin les illustrations, elles dégoulinent juste d'émotions, c'est pas possible de rester insensible face à tout ça. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment les deux. Forcément peut-être plus le roman, parce que j'ai préféré le roman largement. Mais pour ceux qui sont amateurs de bande dessinée, je pense que ça peut vraiment être pas mal. Voilà, ensuite j'ai lu
pour changer complètement d'air, dans Merveilles et les légendes, enfin dans la collection Merveilles et les légendes, Les Dames de Brocéliande, et c'est écrit par Sandrine Gestin et c'est paru dans les éditions Au bord des continents. Je vais pas revenir non plus énormément là-dessus parce que je l'ai présenté dans le book haul, donc j'ai pas grand chose à rajouter. Il faut juste savoir que c'est l'histoire d'une narratrice dont on ne connaît pas l'identité, qui va essayer de se retrouver elle-même parce qu'elle est vraiment perdue. Elle semble connaître en fait la forêt de Brocéliande sans en être vraiment sûre, mais il y a quelque chose qui l'appelle au fin fond de cette forêt, et au fur et à mesure de ses rencontres avec les nymphes, les fées, tout le petit peuple en fait, elle va retrouver son identité. Et en fait, pour parvenir à cette fin, qui est elle aussi finalement une dame de Brocéliande, on va parcourir plusieurs histoires, notamment celle de la reine Iseux, de Guenièvre. On va aussi parler du roi Arthur, de Lancelot, de Viviane, de Dame d'Avalon, enfin bref, il y en a toute une flopée et j'ai trouvé ça super intéressant, moi qui aime beaucoup ce genre de mythologie. C'est vrai que j'ai jamais vraiment su par où commencer pour en apprendre plus sur tous ces personnages qui me passionnent beaucoup, et je pense que ce livre est vraiment un bon début, et je sais que pratiquement tous les livres en fait de cette collection Au bord des continents me fait vraiment envie, donc voilà, je pense que j'y rejetterai un coup d'œil très prochainement. En tout cas, je vous la conseille si vous aimez les beaux livres et tout ce qui est rapport au petit peuple et au monde de Brocéliande. Ensuite, j'ai continué le mois avec Le plus petit baiser jamais recensé de Mathias Malzieu, paru chez J'ai lu. Alors, moi qui ai jusque-là beaucoup aimé les livres de Mathias Malzieu, je vais pas dire que celui-ci a fait exception, néanmoins il m'a un tout petit peu moins plu que 38 mini-western avec des fantômes et La mécanique du cœur. Voilà, je cherchais le titre, mais c'était forcément La mécanique du cœur, bien sûr, que j'avais lu et adoré et relu et re-adoré. Enfin bref, et du coup, dans ce livre, on va suivre l'histoire d'un homme, je sais même plus s'il a un nom. Je sais plus. Enfin bref, c'est un inventeur assez dépressif parce que un jour, il a réussi à embrasser une femme qu'il trouvait mais magnifique, sauf que sous son baiser, elle s'est envolée, elle est devenue invisible, et il était complètement perturbé par cette histoire. Alors il va aller voir un homme qui va essayer avec lui, en l'encourageant et en lui prêtant des objets assez étranges, notamment un perroquet qui parle et qui arrive à recenser les odeurs, à rechercher les jolies femmes, etc. Ils vont essayer de retrouver justement la femme qui est devenue invisible. Et c'est ça que j'ai encore une fois aimé avec Mathias Malzieu, c'est que déjà l'histoire est très originale encore une fois, mais surtout il continue à conserver une écriture poétique et philosophique et à nous amener une réflexion et à nous dresser un portrait de toutes les formes d'amour qui existent. Voilà, l'amour invisible, l'amour dans un sens, l'amour platonique. Il va arriver dans quelques pages à recenser tous les amours possibles. Et ça, je trouve ça juste merveilleux à chaque fois, quoi. Et puis son écriture, elle est tellement gourmande, tellement pleine d'images, que je trouve ça juste formidable d'avoir dans notre culture française un chanteur et un auteur aussi formidable que Mathias Malzieu. Donc vraiment, si vous voulez encore lire un livre de Mathias Malzieu et être émerveillé devant cette écriture, bah n'hésitez plus non plus. Le plus petit baiser jamais recensé est aussi un très bon livre. Même si pour moi, le must reste encore La mécanique du cœur. Après, j'ai pas encore lu tous les livres de cet auteur, mais ce sera certainement chose faite un jour. Ensuite, j'ai décidé de lire un thriller qui m'a quand même assez perturbée finalement dans l'ensemble maintenant que j'y repense. Il s'agit du premier tome de King's Game de Nobuaki Kanazawa, et paru chez Lumen ou Lumen, je sais jamais comment on dit cette maison d'édition. Et en fait c'est l'histoire d'une classe qui compte 32 élèves, et parmi ces élèves, forcément tout le monde a un portable, hein, on est quand même au jour d'aujourd'hui tous avec nos portables, et il va se passer un événement particulier, c'est-à-dire que quelqu'un ou quelque chose va envoyer un message à tous les élèves de la classe pour qu'ils jouent au jeu du roi. Et le jeu du roi, ça consiste en quoi? Ça consiste à répondre à un gage, enfin à répondre à une demande en fait, sous peine de quoi, si l'élève ne le fait pas, il reçoit un gage. Et sauf qu'ici, il est dit très clairement, une classe, 32 élèves, 24 heures pour obéir, une seule sanction, la mort. Donc je vous laisse imaginer dans quel état d'esprit ça met déjà le lecteur, parce que l'histoire démarre vraiment rapidement. Et en plus de ça, le jeune garçon qu'on va suivre s'appelle Nobuaki. Et quand j'ai fermé le livre et que j'ai relu le nom de l'auteur, je me suis dit non mais c'est pas possible. Il s'appelle Nobuaki Kanazawa. Et ça en fait ça m'a un petit peu perturbée au vu de la fin du livre.
Mais voilà, c'est quand même quelque chose de très très bien. On se demande en fait jusqu'à combien d'élèves vont mourir avant qu'on découvre le roi, pourquoi il a fait ça. Enfin, j'étais carrément prise dedans quoi. Pour vous dire, ce livre fait à peu près, ouais, allez, moins de 400 pages, à peu près 370, et je l'ai lu en à peine 24 heures. Moi, faut savoir qu'un livre comme ça, je le lis en 2 voire 3 jours. En plus, j'ai des trucs à faire à côté, donc voilà. Mais j'étais carrément prise dedans. Pour autant, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas vraiment un coup de cœur, je sais pas. Il y a des petites incohérences, des petites choses comme ça qui m'ont dérangée. Et je pense que je vais lire la suite, ça c'est sûr. Mais honnêtement, je pense que cette fin pourrait nous suffire si on partait du principe que c'était une fin ouverte, parce que ce livre aurait pu être un one-shot, il me semble, je pense, hein, de mon avis personnel. Hein. Mais voilà, je pense que quelqu'un qui n'a pas forcément plus envie de découvrir l'histoire que ça pourrait s'arrêter très bien à ce premier tome. Donc voilà, je voulais juste le souligner. Vous pouvez aussi retrouver ces livres sous forme de manga, puisqu'à la base ce sont des mangas. Je sais pas combien de tomes sont sortis, 4 peut-être. Enfin voilà, et il y a toujours 2 livres romans qui sont sortis adaptés de ces mangas-là. Ensuite, j'ai décidé de faire une lecture beaucoup plus légère avec Bord de marge d'Emmanuel Nunck. Alors cette histoire, c'est pas non plus un coup de cœur, ça a été juste une très bonne lecture, mais il y a des choses qui m'ont un petit peu dérangée. Mais finalement, quand j'y repense, je me dis que c'est un livre très bien travaillé. Il faut savoir que c'est l'histoire de Roxane qui vit à bord de marge. Donc Roxane est une jeune fille très intrépide et en fait elle s'est vue ravir son propre trône à bord de marge. Donc elle est un petit peu en fuite, elle essaye de se protéger du comte Silas de Conti qui est vraiment l'être cruel qui lui a piqué son trône quoi. Et en fait elle a envie d'aller se venger, mais elle est poursuivie par des pirates. Notamment le cruel Kel Tourin, je crois qu'il s'appelle le pirate. Donc du coup Roxane va réussir de justesse à échapper aux méchants, sauf qu'elle va atterrir dans notre réalité à nous, dans notre vrai monde, à Alencourt. Elle va atterrir carrément même sur le nez de Violette, et Violette c'est qui? C'est tout simplement une bibliothécaire de ville. Sauf qu'en fait elle est complètement dépressive depuis sa rupture avec un homme et en fait elle va se retrouver projetée par erreur à la place de Roxane à bord de marge, et à partir de là mais toute l'histoire se met en place. Alors au début j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'histoire, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérangeait. Je trouvais qu'on manquait d'explications sur certains points, notamment des odonates. Alors ça, des odonates, on m'aurait dit que c'était des libellules géantes sur lesquelles on pouvait monter pour survoler un monde, j'aurais dit ok, sauf que c'est pas précisé tout de suite, et en fait il y a plein de petits éléments comme ça qui ont fait que ma lecture n'était pas évidente au début, mais petit à petit on s'y fait, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'Emmanuel Nunck, c'est inventé totalement un monde, ce qui est le cas en fait en vrai, mais dans lequel elle revoit les clichés des romans de Cap et d'épée. C'est-à-dire, voilà, l'amour va réparer des erreurs, les héros arrivent toujours au bon moment avant qu'un innocent se fasse trucider la tronche, enfin des trucs comme ça. Et en fait, au début, c'est des clichés, des stéréotypes qui m'ont vraiment énervée. Et finalement, je me rends compte qu'en fait, non, c'était voulu, c'était vraiment un point sur lequel Emmanuel Nunck a travaillé en fait. Et finalement quand j'y repense ça me fait assez sourire et ça m'a beaucoup plu, voilà, l'histoire de la recherche d'identité aussi au niveau des personnages. Est-ce qu'on est juste des personnages de livres ou est-ce qu'on peut être plus humain que ça, la naissance des émotions, etc. Tout ça c'est des choses que maintenant que j'y repense avec du recul m'ont beaucoup plu. Et à la toute fin, alors là j'étais obligée d'être mort de rire, en fait Emmanuel Nunck s'est éclaté à faire comme si son livre était comme un film en fait, c'est-à-dire qu'en fait elle nous a fait les scènes coupées mais de son livre, et donc du coup on voit des héros du livre faire des gaffes monumentales ou des trucs comme ça, et du coup ça m'a juste trop fait rire, ou quelqu'un qui sort une mauvaise réplique au mauvais moment, et je me suis dit que c'était vraiment quelque chose d'original que je n'avais encore jamais vu ailleurs. Et voilà, juste pour ça je vous dis, essayez de lire ce livre, même s'il est dur au début, accrochez-vous, il en vaut vraiment la peine d'après moi. Je sais qu'il a eu pas mal d'avis négatifs, mais je pense que c'est notamment dû à tous les stéréotypes en fait qu'on y trouve, et c'est bien dommage au final parce qu'il en vaut vraiment le détour. Ensuite, pour terminer le mois, j'ai choisi de faire de petites lectures et aussi pour démarrer plus vite mon challenge 3 = 1. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets aussi en barre d'informations. C'est un challenge qui consiste en gros à lire des livres et à s'en offrir, mais tout en se restreignant pour faire déjà baisser sa palle, et aussi en faisant attention à son budget. Donc enfin bref, je vous laisse avec le lien dans la barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Du coup j'ai commencé ce challenge avec Cœur cerise de Cathy Cassidy, paru chez Pocket Jeunesse dans leur collection best-seller. Donc c'est le premier tome des Filles au chocolat.
et j'ai beaucoup aimé, comme beaucoup de monde en fait. C'est vrai que c'est une lecture très fraîche, très rafraîchissante pour l'été. Et voilà, je veux dire, la couverture est juste trop gourmande. On peut pas ne pas craquer devant ce genre de livre en plein été, c'est pas possible. C'est tout mignon, tout doux, tout sucré, tout acidulé, tout ce que vous voulez. Et l'histoire en vaut vraiment la peine aussi. C'est celle de Cherry, voilà Cherry, qui est âgée de 13 ans et qui vit avec son père sans sa mère en fait, parce que voilà, elle n'est plus là. Et un jour son père va rencontrer une femme avec laquelle il va décider de s'installer. Ce que ne savait pas Cherry à ce moment-là, elle qui rêvait par-dessus tout d'avoir une famille, c'est que avec sa nouvelle belle-mère va arriver 4 nouvelles demi-sœurs. Donc ça fait beaucoup d'un coup à encaisser pour Cherry bien sûr, qui va déjà s'installer en plus dans un endroit qu'elle ne connaît strictement pas. Et du coup voilà, ça va être des histoires d'intégration, des histoires de recherche de soi, trouver sa place, savoir ce que l'on vaut vraiment, parce que c'est vrai que l'adolescence c'est toujours un moment où on est perdu, on sait plus trop qui on est, on sait pas trop ce qu'on veut faire, on sait tout simplement pas où est notre place, et c'est justement ce que Cherry essaye de trouver, sa place. Et pour ça j'ai beaucoup aimé ce livre, et je sais que dans les autres tomes de la série on va suivre les autres demi-sœurs de Cherry du coup, et j'ai vraiment hâte d'en découvrir 2 d'entre elles. Voilà, je pense que je vais beaucoup me plaire à suivre les aventures de Sky et Coco. Je le dis pour ceux qui ont lu la série, je pense que vous voyez de qui je parle. Après, je me suis fait spoiler le tome 5 en fait comme une abrutie en lisant le résumé, mais bon, je pense que c'est pas grave, ça va pas gâcher mon plaisir en fait de lire cette série, je pense. Après, voilà, je pense attendre pareil le printemps ou l'été prochain pour continuer la série, parce que voilà, en entrant dans l'automne et l'hiver, je sais pas, c'est pas le genre de lecture que j'ai envie, donc je vais laisser couler en attendant, mais en tout cas ça a été une très bonne découverte. Enfin, pour terminer le mois de juillet, j'ai lu Black Beauty de Anna Sewell, paru aux éditions Gallimard dans leur collection Folio Junior. Pardon. Et c'est un livre que j'avais déjà lu en 5e à la bibliothèque, je m'en rappelle, et j'avais tellement été choquée, bouleversée et passionnée en même temps par cette histoire que j'étais obligée de l'acheter. Et depuis je l'ai laissé moisir dans ma pile à lire en fait, avant d'en faire une chronique. Donc j'ai décidé de le ressortir là maintenant à la fin du mois, parce que c'était un petit livre qui me permettait de bien le terminer. Et voilà, pareil, j'ai retrouvé Black Beauty, qui est ce jeune cheval noir qu'on voit sur la couverture, et qui va ne cesser toute sa vie de passer d'un propriétaire à un autre en fait. On va le découvrir poulain, on va le suivre jusqu'à ses 15 ans environ, donc il commence à se faire vieux en fait. Et là on va voir combien la vie lui a été bonne, et aussi combien elle a pu l'éreinter par moments selon les propriétaires qu'il avait. Et oh là là, mais cette histoire, mais j'ai juste envie de vous dire que je pense que chaque enfant devrait lire cette histoire pour se sensibiliser à la maltraitance en fait. La maltraitance animale, hein, on s'entend. Anna Sewell, il faut savoir qu'elle a mis 6 ans avant d'écrire ce livre pour la jeunesse, et c'est ce qui en a fait d'ailleurs un classique du genre. Et comment vous dire que de voir des scènes d'animaux maltraités, moi je sais pas, c'est quelque chose qui me fait mal. C'est bizarre à dire, mais je pense que entre voir un animal se recevoir un coup de fouet et un enfant se recevoir une claque, je pense, c'est bizarre, mais que j'aurais plus pitié de l'animal en fait. Enfin je veux dire, après si l'enfant l'a cherché, voilà. Mais en général il faut savoir que les animaux n'ont pas le moyen de signifier à leur maître qu'ils ont mal quelque part, qu'ils ne peuvent pas faire un effort à cause d'une charge trop lourde, etc. Donc cette histoire du point de vue de l'animal, voilà, je trouve que c'est une sorte de réflexion à avoir sur nous-mêmes, hommes, pour savoir comment on se comporte vraiment avec les animaux. Et voilà, même à la relecture, en fait, il y a des passages de ce livre qui m'ont tellement choquée et que j'avais oublié que voilà, ça me revient maintenant. Et voilà, je pense que il faut que vous lisiez ce livre, que vous soyez enfant, adolescent ou adulte, peu importe, mais je pense que c'est le genre de livre à lire au moins une fois dans sa vie. Après, à certains moments, j'ai cru voir du Jack London comme dans L'Appel de la forêt. Je sais pas du tout si Anna Sewell, enfin je sais même pas à quelle époque les deux ont vécu, si vraiment ils ont pu se connaître ou s'influencer l'un l'autre, mais voilà, j'ai retrouvé un petit peu le chien Buck dans L'Appel de la forêt de Jack London. Pareil, qui changeait de propriétaire, qui savait pas vraiment ce qu'il attendait forcément de lui, qui passait d'un monde à un autre, je veux dire entre passer du cheval de fiacre à cheval de course, enfin je veux dire c'est pas pareil. Donc voilà, c'est dingue de voir comment la vie d'un animal peut évoluer en bien ou en mal. Donc voilà, lisez-le celui-ci aussi.
Donc c'est tout pour mes lectures du mois de juillet, mais le livre qui va faire la jonction, le trait d'union entre le mois de juillet et le mois d'août, pour moi ce sera Les Thanatonautes de Bernard Werber. C'est mon frère en fait qui l'a choisi, je me dépêche pardon parce que j'ai plus de batterie, parce que j'arrivais tout simplement pas à me décider entre 5 livres et en fait j'avais tous envie de les démarrer en même temps et lui m'a dit bah t'as qu'à lire ça, il m'inspire plus, donc je dis ok. Donc c'est l'histoire ici de 2 hommes il me semble qui veulent savoir ce qu'il y a aux portes de la mort et au-delà. C'est-à-dire qu'en fait pour eux on a déjà tout fait, on connaît le monde sous-marin, le monde souterrain, le ciel et il me manque une chose, connaître la mort. Donc bah c'est ce qu'ils ont décidé de faire en fait. Et voilà, on va les suivre un petit peu dans une avancée scientifique, dans une avancée philosophique aussi, puisqu'ils vont s'aventurer un petit peu sur les différentes religions qui existent. Et voilà, je pense que ça va donner quelque chose de très sympathique, à cheval entre la philosophie et la science-fiction. Donc j'ai très hâte de le démarrer ce soir et de voir ce que ça va donner. Je vous en parlerai le mois prochain. Donc moi, c'en est terminé pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir. Bye!